concrétisation de cette promesse. En effet, si le PLFSS est rejeté, la suspension n'aura pas lieu. Si le Sénat retire la suspension du PLFSS, elle n'aura pas lieu. Si la CMP refuse de l'inscrire dans le PLFSS, la suspension n'aura pas lieu. Si le Conseil constitutionnel la censure en tant que cavalier, la suspension n'aura pas lieu. Et surtout, comme les groupes du socle commun multiplient les amendements, ralentissant ainsi le calendrier du débat budgétaire, il existe une probabilité non négligeable que le budget soit promulgué par ordonnance sur la base de votre texte initial, qui, sans doute par hasard, ne prévoyait pas la suspension, mais bien la continuation de la réforme Borne. Monsieur le Premier ministre, je n'ai donc qu'une seule question. Afin de démontrer votre bonne foi, votre sincérité, envisagez-vous de déposer avant le 4 novembre une lettre rectificative au PLFSS, possibilité que vous offre la Constitution? Je vous remercie, Madame la Présidente Le Pen. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Merci, Madame la Présidente de l'Assemblée nationale. Madame la Présidente Le Pen, Mesdames, Messieurs les députés, une seule mesure sur l'âge ne suffisait pas. C'est bien pour cela qu'à cette tribune, la semaine dernière, je me suis non seulement engagé sur la suspension de la mesure d'âge, qui ne serait rien sans la suspension de l'accélération dite Touraine sur le nombre de trimestres. Donc soyons précis, et le Président de la République s'est exprimé uniquement sur les mesures d'âge tout à l'heure en Slovénie, et je suis allé plus loin dans ma déclaration de politique générale. Deuxième élément de réponse, le débat devra avoir lieu quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive ici à l'Assemblée nationale, quoi qu'il arrive avec les partenaires sociaux, parce que c'est un des éléments que vous n'avez pas cité, mais si j'ai pris aussi cette décision et si le gouvernement propose justement cette suspension, c'est pour permettre au dialogue social entre les représentants du patronat et les représentants des syndicats salariés. Non, Madame Le Pen, maintenant, dès le mois de novembre, et de permettre que d'autres sujets, y compris la question du pouvoir d'achat des travailleurs, soient traités. Soit on croit au dialogue social, soit on n'y croit pas. Le gouvernement y croit. Et puis enfin, et je m'étonne, vous qui appelez cela souvent de vos vœux, de ne pas l'avoir entendu depuis la Slovénie, le débat devra avoir lieu avec le peuple français. Soit lors de l'élection présidentielle, ce qui sera l'occasion d'entendre les propositions de tout à chacun sur ce sujet, mais peut-être aussi avant, par l'intermédiaire d'un référendum, si un projet se dégage de la discussion avec les partenaires sociaux. Votre question était précise, ma réponse est précise. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. Il vous reste 15 secondes. Monsieur le Premier ministre, à chaque fois que vous prenez la parole, nous sommes de plus en plus suspicieux sur votre volonté de mettre en œuvre cette suspension. Il était clair et simple. Ma question était, elle était claire et simple. Vous n'y avez pas répondu. Est-ce que vous allez, oui ou non, prendre une lettre rectificative? Oui ou non? C'est simple, hein? Merci beaucoup. La parole est à présent à Monsieur Boris Vallaud, président du groupe socialiste. Madame la Présidente, Monsieur le Premier ministre, d'abord qu'il est savoureux autant que grotesque de voir Madame Le Pen, qui avait moqué notre victoire, essayer de voler à son secours. Monsieur le Premier ministre, vous avez pris un engagement fort lors de votre déclaration de politique générale devant la représentation nationale et in fine devant les Français de suspendre, je dis bien suspendre, la réforme des retraites. C'est 3,5 millions de Françaises et de Français qui bénéficieront à la fois du gel de la mesure d'âge et du gel de l'accélération de la réforme Touraine et pourront partir à 62 ans et 9 mois avec 170 trimestres. Maintenant, il demeure une obligation de résultat. Nous ne vous prenons pas au mot, nous vous jugeons aux actes. Et dès la semaine dernière, nous vous avons interrogé de savoir si vous pouviez adresser au Conseil d'État une lettre rectificative du PLFSS pour que nous puissions effectivement débattre de cette mesure. J'ajoute que comme les partenaires sociaux qui voient un premier pas qui en appellent d'autres, et c'est là aussi une victoire du mouvement social, nous serons très attentifs à la pérennité de notre système et à son financement. Nous serons en particulier attentifs aux gages que nous souhaitons justes et qu'ils fassent contribuer ceux qui le peuvent et pas ceux que nous mettons trop systématiquement à contribution. Je vous demande, ma question est simple, d'y répondre avec le plus de clarté possible. Merci beaucoup, Monsieur le Président Vallaud. Monsieur le Premier ministre. Madame la Présidente de l'Assemblée nationale, Monsieur le Président Vallaud, Mesdames et Messieurs les députés, vous l'avez redit, la suspension, c'est bien la suspension des deux mesures, et âge
et nombre de trimestres. Deuxième des choses, le débat doit avoir lieu ici même, à l'Assemblée nationale. Je l'avais indiqué soit par un amendement au projet de loi de finances pour la sécurité sociale, mais je comprends qu'un doute s'empare de ces bancs sur la capacité à aller justement jusqu'à cette partie 3 du PLFSS. Aussi, Monsieur le Président Vallot, parce que je souhaite, et j'entends aussi les attaques dont nous faisons l'objet sur notre bonne foi, je souhaite vous dire que le Conseil d'État a été saisi cette nuit d'une lettre rectificative et qu'un Conseil des ministres aura lieu jeudi matin pour l'adopter. Monsieur le Président Vallot, nous ne sommes pas d'accord sur la manière de traiter cette question de la réforme des retraites, mais j'avais pris un engagement, c'est que le débat puisse avoir lieu. Il aura lieu comme le veut la démocratie et comme le veut le fonctionnement de l'Assemblée nationale et du Sénat. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. La parole est à présent à Monsieur Jérémy Patrier-Létus pour le groupe Horizon. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Madame la Ministre de la Culture. Madame la Ministre, il y a des lieux qui disent le génie français, la grandeur de la France, l'âme de notre pays. Des lieux qui disent ce que nous sommes, notre identité et notre héritage. Des lieux qui rassemblent les Français dès qu'ils sentent le besoin de retrouver ce qui fait leur unité, leur destin commun. Des lieux enfin qui nous permettent de faire nation. Face à nous et au fil des siècles, par le génie des hommes, le musée du Louvre en est un. Plus grand musée du monde, chef-d'œuvre architectural, le musée du Louvre est le témoin de la riche histoire de France, le creuset des arts et de notre culture. Et pourtant, dimanche dernier, il a été touché en son cœur avec le vol spectaculaire des joyaux de la couronne qui a sidéré la représentation nationale comme l'ensemble des Français. Si une profonde émotion nous étreint face à la perte de ces trésors inestimables, de nombreuses interrogations nous traversent. L'enquête administrative que vous avez demandée et que je veux saluer fera la lumière sur la responsabilité des uns et des autres, les dysfonctionnements, les failles et les manquements qui ont fait que la France a failli à protéger son plus grand musée. Mais au-delà du Louvre, vous le savez, notre patrimoine le plus emblématique comme le plus vernaculaire est devenu la cible de délinquants, de trafics internationaux, de filières de plus en plus organisées et mondialisées, avec des motivations et des modes opératoires nouveaux. Avons-nous pris, Madame la Ministre, la mesure de ces nouvelles formes de criminalité ? Pillage dans nos églises rurales, vol dans nos musées régionaux comme à Limoges ou à Saran, aucun lieu patrimonial ou cultuel n'est épargné. Par ailleurs, la France s'enorgueillit de projets culturels et architecturaux ambitieux. Ils contribuent au rayonnement international de la France, mais sont-ils bien raisonnables alors que nos finances publiques sont dégradées et que l'entretien de notre patrimoine reste insatisfaisant ? Madame la Ministre, quels moyens pouvez-vous mettre en œuvre pour la sécurité, la sûreté et la protection de notre patrimoine deviennent des priorités de notre politique patrimoniale, pour que nos églises, nos châteaux, nos musées et nos monuments, qui façonnent l'identité et l'âme de notre pays, puissent devenir des sanctuaires inviolables ? Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le député. La parole est à Madame Rachida Dati, ministre de la Culture. C'est pas très drôle, mais bon. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Patrier-Létus, ce qui s'est passé dimanche au musée du Louvre, c'est une blessure et c'est une blessure pour nous tous. Pourquoi ? Le musée du Louvre, c'est bien plus que le plus grand musée du monde. C'est l'écrin de notre culture française et de notre patrimoine commun. Alors moi, je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit, mais je souhaite aussi rétablir quelques vérités s'agissant des faits et de cet événement. Que s'est-il passé ? Est-ce que les dispositifs de sécurité du musée du Louvre ont été défaillants ? Non, ils n'ont pas été défaillants. C'est une réalité. Les dispositifs de sécurité du musée du Louvre ont fonctionné. Et comme vous le savez, mais je vais vous répondre après, il y a des questions. Et comme vous le savez, j'ai diligenté une enquête administrative qui fera en toute transparence le détail des événements survenus dimanche dernier. Et je l'ai redit aux organisations syndicales que j'ai reçues encore ce matin. Mais la sécurité, vous avez raison de le dire, de nos musées, de nos objets d'art, de tous les lieux patrimoniaux doivent être appréhendés beaucoup plus largement. J'ai donc proposé au Premier ministre de vous confier en tant que rapporteur en charge du patrimoine une mission relative à la sécurité, à la sûreté de tous les lieux patrimoniaux, en lien évidemment
avec mon collègue le ministre de l'Intérieur s'il vous plaît, afin de faire des préconisations très efficaces. Je sais votre attachement, je sais votre engagement pour la sécurité et la préservation du patrimoine, comme d'ailleurs vous l'avez démontré pour la reconstruction de Notre-Dame. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la Ministre. La parole est à présent à Monsieur Maxime Michelet pour le groupe UDR. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Madame la Ministre de la Culture. Avec le vol des joyaux de la Couronne ce dimanche au Louvre, ce sont des souvenirs de famille qui ont été dérobés aux Français. La couronne de l'impératrice Eugénie, volée puis égarée, et retrouvée brisée dans le caniveau, est devenue le symbole du déclin d'un pays hier tant admiré. Ce cambriolage est loin d'être un banal incident. C'est un crève-cœur pour tous les Français attachés à leur patrimoine. Et c'est une honte pour notre pays, incapable d'assurer la sécurité du plus grand musée du monde. Un monte-charge et une disqueuse auront en effet suffi à réaliser le casse du siècle. Bien des questions se posent donc sur la sécurité de nos musées et de notre patrimoine. Ce d'autant plus que les alertes n'ont pas manqué. En juin, le personnel du Louvre s'était mis en grève pour protester contre un dispositif sécuritaire déficient. Le 16 septembre, le Muséum d'histoire naturelle avait déjà été victime d'un cambriolage. 2 semaines plus tôt, le musée de Limoges était cambriolé. En 2024, c'était le musée de Paray-le-Monial. En 2017, la couronne de la Vierge de Fourvière disparaissait. Tous les mois, partout dans notre pays, des églises sont cambriolées et vandalisées. Partout, les signaux de sécurité sont au rouge. Mais, Madame la Ministre, quelles mesures de sécurité prévoyez-vous donc pour y répondre? Mais une seconde question se pose, car le cambriolage du Louvre est la conséquence de manquements évidents. Et quand il y a des manquements, il y a des responsables. Aujourd'hui, en France, personne ne semble plus responsable de rien. La faute n'a pas de chance, entendons-nous. Il est pourtant essentiel aujourd'hui de faire la lumière sur les responsabilités en jeu et le Parlement doit s'en saisir de manière indépendante. Madame la Ministre, ma seconde question est simple. Quand les implications de chacun seront établies, exigerez-vous que les responsables prennent leurs responsabilités? Je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur le député. La parole est à Madame Rachida Dati, ministre de la Culture. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Michelet. Alors, vous avez raison, je suis d'accord avec vous. Ce qui s'est passé dimanche, ça n'est pas un banal incident. Vous avez raison. C'est une atteinte grave à notre patrimoine historique. Vous avez aussi raison là-dessus. Et vous avez aussi raison sur les alertes qui ont été données, signalées depuis très longtemps, j'allais dire trop longtemps. Et d'ailleurs, la présidente du musée du Louvre, lorsqu'elle a été nommée, peu de temps après, elle a demandé des audits de sécurité très précis. En 22, en 23, en 24. Les préconisations, les recommandations, non seulement ont été remises, mais elles sont en cours de mise en œuvre. Je vais vous les citer. Je vais vous citer certaines. Que ce soit la vidéosurveillance modernisée. Vous le savez, il y avait des salles dans lesquelles il n'y en avait pas. C'est en cours de déploiement. La refonte totale de l'ensemble des PC de sécurité, extrêmement important, avec la création d'un PC central. Le déploiement des systèmes de protection périmétrique, extrêmement important, c'est en cours de déploiement. La refonte globale de tous les réseaux, fibre optique, informatique, ce sont des kilomètres de câbles qui sont en cours également de déploiement. Mais tout cela, ça prend du temps, pour 2 raisons, Monsieur le député. D'abord, la contrainte bâtimentaire patrimoniale, puisque parfois, pour changer une prise, il faut évidemment quasiment détruire le mur, compte tenu de cette contrainte bâtimentaire, mais aussi sur les contraintes des règles des marchés publics. Parce que quand les marchés publics sont lancés, il faut de nombreux mois pour qu'ils soient lancés et que les travaux soient effectués. Donc les mesures sont en cours de déploiement. Quant aux responsabilités, vous avez raison. Moi, je ne suis pas de ceux ou de celles qui se dérobent. Donc les responsabilités sont prises, les enquêtes sont lancées et s'il doit, évidemment, des mesures seront à prendre, nous en tirerons les conséquences à l'issue de ces enquêtes qui sont en cours. D'autre part, juste un point de précision pour conclure, la grève que vous citez dans votre propos et dans votre question, elle n'a jamais existé. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la Ministre. La parole est à Monsieur François Ruffin pour le groupe écologiste et social. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Premier ministre, il est temps de guillotiner les privilèges fiscaux des super riches en France. Vous savez qui dit ça? Qui écrit ça? Ce n'est pas moi, ce n'est pas le Parti communiste français,
c'est le Financial Times, la Bible des financiers. Je cite, « Emmanuel Macron s'incline devant les oligarques, des hommes comme Bernard Arnault, Martin Bouygues et Vincent Bolloré, partisans de l'extrême droite, qui possèdent une grande partie des médias et ont un accès privilégié à tous les présidents. » Et l'auteur de conclure, « Tout gouvernement français devra demander aux milliardaires de payer davantage. S'ils ne sont pas prêts à faire des sacrifices pour réduire le déficit, pourquoi les autres devraient-ils le faire ?» Mais non, votre gouvernement ne va pas demander aux milliardaires de payer davantage. Au contraire, l'examen du budget est à peine entamé et on a déjà compris. La taxe Gluckman, c'est non. Le retour d'un impôt sur la fortune, c'est non. Le relèvement de la flat tax, c'est encore non. L'imposition des grandes transmissions, c'est toujours non. Dès le premier jour de commission, les députés de M. Macron et de Mme Le Pen, l'extrême argent allié à l'extrême droite, ont repoussé ensemble cette taxation des milliardaires. Eux payeront toujours en proportion 2 fois moins d'impôts que leurs secrétaires ou que les infirmières. Bravo, chapeau. À la place, qui va faire des sacrifices? Les malades, les retraités, les adultes handicapés, les apprentis, les auto-entrepreneurs, les associations, les communes, jusqu'au chèque vacances des salariés. La voilà votre justice fiscale. Aucune rupture ici. Au contraire, vous êtes dans la continuité d'un Robin des Bois à l'envers qui, depuis l'Élysée, depuis 8 années, prend aux pauvres pour donner aux riches. Où est le compromis? Où est le compromis que vous aviez promis? Il n'y en a aucun. Vous êtes au service d'une oligarchie aujourd'hui incapable de compromis avec le pays, de compromis avec la démocratie. Je vous remercie. La parole est à Madame Amélie de Montchalin, ministre en charge de l'Action et des Comptes publics. Merci Madame la Présidente. Monsieur le député Ruffin, je crois que comme vous, nous sommes nombreux ici à vouloir la justice fiscale. Mais je crois que nous avons une différence, que nous ne cherchons pas le symbole fiscal. La politique des symboles, elle ne corrige pas les injustices. La politique des symboles, elle crée de la défiance dans le pays parce que c'est beaucoup de mots et peu de résultats. Ce que nous voulons, nous, et je crois que nous sommes nombreux ici, c'est que nous corrigions les injustices, c'est que nous luttions contre la suroptimisation, et je sais que c'est un travail qui peut tous nous réunir. Lutter sans symbole mais avec efficacité contre l'optimisation, c'est quoi? C'est d'abord s'engager au niveau mondial, et la France a pris le leadership de cette coalition. S'engager pour lutter contre les injustices, ce n'est pas de créer des taxes confiscatoires qui font plus d'exil fiscal, qui font fermer les entreprises et qui, derrière, au fond, ne résolvent rien. Mais monsieur le député, nous avons un autre point commun. Je pense que vous et moi, nous tous ici, nous croyons au travail, nous croyons aux entreprises. Pour qu'il y ait des entreprises, nous croyons aussi qu'il faut des grandes entreprises. Et donc je vous souhaite, et je nous souhaite, monsieur le député, que nous puissions bâtir le compromis par le vote, par le débat, par les jours et nuits que nous passerons ensemble dans cet hémicycle. Les Français attendent de nous que ça marche, pas que nous nous débattions ou que nous nous battions les uns les autres. C'est par les résultats que nous y arriverons. Merci beaucoup, Madame la Ministre. La parole est à présent à Monsieur Olivier Servat pour le groupe IOT. Merci Madame la Présidente. Monsieur le ministre Lescure, chers collègues, alors que les automobilistes de France hexagonale et de l'île de la Réunion peuvent bénéficier depuis le 30 septembre dernier du leasing social, ceux des autres territoires d'outre-mer peuvent toujours attendre. Pourtant, ces territoires sont les plus touchés par la précarité à l'échelle nationale. En Guadeloupe, je le rappelle, 34% de la population vit sous le seuil de pauvreté contre 15% dans l'Hexagone. Pour rappel, ce dispositif permet à des ménages modestes de bénéficier de mensualités de location longue durée à bas coût. Pas plus de 200 € par mois pour un véhicule électrique. Paradoxal donc que ce ne soit pas accessible dans la majorité des territoires d'outre-mer. En Guadeloupe, les concessionnaires automobiles m'ont expliqué ne pas pouvoir proposer ces mensualités, cela pour 4 raisons. La première, le prix de vente des voitures neuves est supérieur de 10% par rapport à l'Hexagone. La deuxième, les taux d'intérêt proposés par les banques en outre-mer sont plus élevés que dans l'Hexagone. La troisième, la valeur de rachat du véhicule à la fin du leasing est plus faible en outre-mer du fait de la dégradation causée par le sel marin, les trous dans les routes et l'ensoleillement plus intense. Les véhicules électriques sont taxés par l'octroi de mer
par les conseils régionaux en Outre-mer, sauf par le conseil régional de l'île de la Réunion, qui a fait le choix d'exonérer ces véhicules de cette taxe. C'est à saluer. Ainsi, Monsieur le ministre, que fait l'État ? Doit-on se satisfaire de cette situation qui assigne les automobilistes des Outre-mer sur le bas-côté de la mobilité bas carbone et à bas coût ? Selon les chiffres du gouvernement, il resterait approximativement 10 000 véhicules disponibles destinés au leasing social. Une partie d'entre eux doit bénéficier aux ultramarins. Pour permettre la mise en place, j'en appelle donc à un rehaussement d'un tiers de la prime C2E, certificat d'économie d'énergie, pour compenser les surcoûts que je viens d'énoncer. Il s'agit d'ailleurs d'une mesure qui ne vous coûtera rien, car financée par les mesures polluantes. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le député. La parole est à monsieur Roland Lescure, ministre de l'économie et des finances. Merci madame la présidente. Mesdames, messieurs les députés, monsieur le député Olivier Serva, il est là. Merci pour votre question qui d'abord me permet de remettre en avant cette politique publique exceptionnelle qui avait été portée, je le rappelle, par le candidat Emmanuel Macron en 2022 et qui a 3 avantages énormes. D'abord, c'est une politique de pouvoir d'achat qui permet de donner accès à des ménages qui ne l'ont pas, à des véhicules électriques de qualité pour, vous l'avez dit, des prix modérés, entre 100 et 200 euros par mois selon le modèle. C'est une politique environnementale parce qu'elle permet de contribuer à l'électrification du parc automobile. Je rappelle qu'aujourd'hui, les véhicules électriques les plus vendus en France sont des véhicules français ou européens et ça, c'est en partie grâce à cette stratégie. Et c'est une politique industrielle très forte. Parce que derrière la stratégie de commercialisation des véhicules électriques à bas coût, il y a une stratégie industrielle de véhicules faits en France et faits en Europe qui est un succès. Ce programme, c'est un succès. 50 000 véhicules commandés en 2024, près de 40 000, vous l'avez dit, commandés alors qu'on vient d'ouvrir le guichet. C'est un succès exceptionnel qui ne se dément pas. Mais vous l'avez dit aussi, le succès de ce programme dans les territoires d'outre-mer est à ce stade limité. Il a été ouvert aux territoires d'outre-mer dès le mois de septembre. Vous l'avez dit, à La Réunion, on a déjà quelques dizaines de commandes. J'ai découvert, dans nos échanges récents, que la Guadeloupe, à ce stade, n'avait pas pu avoir accès à ce programme. On me dit que c'est la distance. Vous savez comme moi que La Réunion, c'est un peu plus loin que la Guadeloupe. Alors, vous me parlez de la mer et de l'eau salée. Je pense que l'eau est aussi salée à La Réunion, même si elle est peut-être un peu moins qu'en Guadeloupe. Et donc, je souhaite vraiment qu'on comprenne pourquoi ce qui ne bloque pas La Réunion bloque en Guadeloupe. Nous avons décidé avec madame la ministre des Outre-mer de saisir le préfet de manière à ce qu'il rassemble l'ensemble des acteurs concernés, les transporteurs, les concessionnaires et les banquiers, de manière à comprendre ce qui bloque. Et s'il faut débloquer, on débloquera. Merci, monsieur le député. Merci beaucoup, monsieur le ministre. La parole est à madame Marianne Maximi pour le groupe La France Insoumise. Merci madame la présidente. Monsieur le Premier ministre, à 6 reprises lors de votre déclaration de politique générale, vous avez annoncé la rupture. Bien naïfs ceux qui y croient. Car la rupture avec la Macronie est impossible tant que nous sommes en Macronie. Le président de la République, dont vous êtes le dernier fidèle, est obsédé par ce qui est pour lui l'œuvre d'une vie. 8 années de politique au service des milliardaires et des grands patrons. Le budget 2026 n'est pas une rupture. Il est le paroxysme de votre politique pour achever ce qu'il reste des services publics et de l'État social dans notre pays. Tout le monde passe à la caisse. Les apprentis avec la baisse des salaires, les locataires avec le gel des APL, les retraités avec le gel des pensions, les travailleurs avec la hausse de l'impôt sur le revenu, les plus vulnérables avec le gel des prestations sociales, les patients avec le doublement des franchises et les malades en ALD avec des taxes sur leurs indemnités. Tout le monde passe à la caisse, sauf les ultra-riches. Les 500 plus riches de France, qui ont doublé leur fortune sous Macron, peuvent compter sur votre protection. Et ils peuvent dire merci aussi à l'extrême droite. Le rétablissement de l'ISF, le RN vote contre avec la Macronie. La taxation des super-héritages, le RN vote contre avec la Macronie. La hausse de la contribution des grandes entreprises, le RN vote contre avec la Macronie. Et la taxe Zuckman, le RN vote contre avec la Macronie. Il y a un an, le RN comme la Macronie ont été battus dans les urnes. Cette alliance au service d'une poignée d'ultra-riches n'est pas légitime à imposer sa politique. Alors, je n'ai qu'une question à vous poser, monsieur le Premier ministre. Quand allez-vous partir et emporter avec vous ce budget de guerre sociale? Merci beaucoup, madame la députée. La parole est à madame Amélie de Montchalin, ministre de l'Action et des Comptes publics. Merci madame la présidente.
Madame la députée, c'est intéressant l'exercice qu'on a aujourd'hui parce que vous nous parlez des mesures du budget. Il y a pile une semaine, nous étions ici et vous et votre groupe avez fait tous les efforts possibles pour que ce budget ne soit jamais déposé, qu'il ne soit jamais débattu, que les parlementaires ne puissent jamais regarder ce qu'il y a dedans. Et au fond, vous êtes en train de nous dire que maintenant, vous voulez que nous ayons un débat sur l'ensemble des mesures, sur l'ensemble des équilibres, et que nous puissions, comme le Premier ministre nous y a invités, avoir une proposition du gouvernement, un débat devant les Français et un vote qui reflète ce qu'est cette majorité et cette Assemblée. La deuxième chose que je note, Madame la députée, c'est que vous venez plus de parler du RN, des votes et au fond de l'arithmétique de ce qui se passe en commission que de parler des Français. Mais on sait ce que vous voulez, Madame la députée. Vous voulez qu'au fond, le compromis n'existe pas. Vous voulez que tout se passe par la violence et la confrontation. Et je pense que ce que les Français veulent, ça tient en quelques mots. C'est que nous nous mettions d'accord. C'est que les politiques à Paris se mettent d'accord. Nous savons, nous, Français, nous mettre d'accord dans nos mairies. Nous savons nous mettre d'accord dans nos départements, dans nos régions, dans nos entreprises. Nous savons trouver des compromis. Alors pourquoi n'arriverions pas ici à avoir un débat apaisé, à mettre les choses sur la table, à, sur l'ensemble des sujets, essayer de faire mieux et de nous souvenir d'une chose. Un pays qui ne tient pas ses comptes, c'est un pays qui hypothèque son avenir, celui de ses enfants, et n'est pas capable de faire face aux crises. C'est notre responsabilité et nous la tiendrons jusqu'au bout. Merci beaucoup, Madame la ministre. Madame la députée. Je rappelle que vous avez perdu les élections et que votre assurance vie aujourd'hui, ici, sur ce budget, c'est le Rassemblement national. Et nous sommes cohérents avec le mandat, c'est mettre fin à votre politique qui touche les classes populaires, les classes moyennes et qui protège les ultra-riches. Je vous remercie. Madame la ministre. Bien, Madame la députée, sans vouloir vous heurter, si vous aviez gagné l'élection, vous auriez le pouvoir. Aujourd'hui, il est partagé. Et le compromis, ça se construit. Merci beaucoup, Madame la ministre. Chut. Allez, un peu de silence, s'il vous plaît. Un peu de silence pour que nous puissions écouter la prochaine oratrice, Madame Florence Herouin-Léautey pour le groupe socialiste. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Intérieur. Monsieur le ministre, je veux vous parler de Mamadou Garantier Diallo. Un jeune homme qui a fait honneur à la promesse républicaine qui fait la grandeur de la France, ce pays des droits de l'homme. Mamadou n'avait que 15 ans quand il est arrivé chez nous. Il a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. Il a suivi un CAP au CFA Simone Veil à Rouen, dans ma circonscription. Il a décroché un contrat de travail en alternance dans une boucherie à Darnétal avant d'y signer un contrat de travail. Mamadou était un modèle de ce que nous appelons la réussite républicaine. Pourtant, il a trouvé la mort la nuit du 17 septembre dernier à Lone Plage en tentant de rejoindre le Royaume-Uni. Mamadou ne voulait pas quitter la France. Il aimait notre pays et nous l'aimions. Il était ici chez lui avec Lara qui l'avait accueilli, avec Koura qui l'avait accompagné, mais aussi avec Claude et Franck qui lui avaient donné sa chance en l'employant dans leur boucherie. L'intégration de Mamadou dans la société française était une évidence pour toutes